Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur la série déduction naturelle. Alors je ne ferai pas une vidéo par connecteur comme j'ai pu le faire pour les vidéos sur la prise en main de coque, mais je vais faire la vidéo d'aujourd'hui déjà sur l'implication et la conjonction. Donc on va voir quelques exemples avec les deux connecteurs qui sont, je pense, les plus simples à maîtriser. Donc sur quelques exemples de preuves basiques pour se remettre en selle. Je ferai ensuite, je pense, une vidéo sur le raisonnement par cas avec la disjonction et peut-être une pour la négation et pour l'absurde. Voilà, donc ces vidéos sont des façons de reprendre ce qui a été vu en TD et en cours, donc c'est pour redonner peut-être un peu d'intuition sur la construction des preuves et pour vous aider pour vos révisions. Évidemment, si c'est toujours un peu difficile, je ne peux que vous recommander de vous entraîner davantage sur les exercices de TP, de contrôle, etc. Voilà, les preuves, il faut en faire quelques-unes jusqu'à ce que ça devienne un peu naturel, un peu instinctif. En attendant cela, je vais essayer de vous donner un peu quelques éléments de compréhension en reprenant des points du cours sur des règles spécifiques. Donc allons-y. Alors, aujourd'hui, on va regarder quelques exemples avec la conjonction en bas et l'implication à droite, en haut, pardon. Donc, lors de la dernière vidéo, je vous avais expliqué comment lire ces règles, comment les comprendre pour construire des preuves. J'avais donné quelques exemples, je vais simplement en redonner quelques nouveaux ici. Donc, Déjà peut-être un petit point de rappel sur la différence entre les règles d'élimination et les règles d'introduction. Donc le I pour introduction et le E pour élimination, je rappelle, de chaque connecteur. Il faut se rappeler que les règles d'introduction sont là pour construire des formules. Donc quand on lit la preuve de haut en bas, on voit qu'elles permettent de composer des sous-formules et de créer des formules plus complexes. Et les règles d'élimination, c'est l'inverse. On part de formules plus complexes et on arrive à des formules plus simples. Donc l'idée pour les connecteurs, c'est que les règles d'introduction sont là pour les construire et les règles d'élimination pour les utiliser, notamment quand ils font partie des hypothèses. On va y venir. Alors, la règle la plus simple, donc j'en ai déjà donné quelques exemples la dernière fois, c'est la règle d'introduction. Donc un des exemples peut-être le plus simple, c'est la règle qu'on appelle parfois règle d'affaiblissement, qui consiste à prouver cette formule-là. Donc si P alors Q implique P, c'est une formule qui logiquement est pas très intuitive, mais si on regarde la table de vérité, ça fonctionne, je vous laisse vous en convaincre. C'est une formule qui dit que si P est vrai, alors n'importe quoi implique P. C'est juste cohérent avec le sens du connecteur en logique. Donc pour la prouver, on voit que ici on n'a pas vraiment le choix. Quand on a juste une formule ici, en général, le plus simple, la première chose à essayer, quand on n'est pas dans le cas particulier d'un raisonnement par l'absurde, c'est d'utiliser la règle d'introduction. Donc ici, je vois que j'ai deux formules. J'ai une formule ici et une autre formule là qui est composée, mais mon connecteur principal, c'est bien ceci, connecteur principal. Et donc, appliquer ma règle, ça veut dire que je vais considérer à nouveau que dans la règle que j'ai là, la formule A implique B est la formule que j'ai ici, c'est-à-dire que le A correspond au P et le B correspond à la formule de droite. D'accord ? Ce qui est important, c'est vraiment d'identifier le connecteur principal ici, qui est l'implication qu'on retrouve ici. D'accord ? Donc, une fois que j'ai fait cette lecture, et pour ça il faut juste, une fois de plus, lire le connecteur principal d'une formule, c'est souvent juste une question de parenthésage, mais une fois qu'on a fait ça, on a fait le plus dur. Après c'est de l'application un peu systématique, un peu bébête. Donc je fais ce que me dit la règle. À nouveau là je construis ma preuve de bas en haut, donc je remets mon symbole de démonstration,
et la formule qui correspondait à A, je la mets à gauche, et celle de B, je la laisse à droite. D'accord? Ici, on voit que j'ai à nouveau une instance d'implication, sauf que cette fois, la formule A correspond au Q ici, et la formule B correspond au P ici. Ici, j'ai juste une seule implication, la formule, elle n'est pas compliquée à lire. Ce qui a changé, c'est que pour la première règle, j'avais ici, à la place de gamma ici, c'est un ensemble vide d'hypothèses. Je n'avais rien, alors que ici, gamma, c'est un ensemble d'hypothèses qui contient uniquement P. On met les accolades pour dire que c'est un ensemble, mais bon, peu importe, on n'est pas obligé de les mettre le long de la preuve, bien sûr. Mais voilà, c'est ça qui a changé dans le cadre d'application, si vous voulez. Donc, maintenant, j'ai toujours le droit d'appliquer ma règle d'introduction de l'implication, qui me demande de faire passer le conséquent de l'implication, donc le P ici, qui correspond à la formule B là, donc je le laisse à droite de ma flèche, et quant à l'antécédent, le Q, hop, je le laisse ici. Donc ce qui est important bien sûr, c'est de ne pas oublier de remettre le gamma qu'on avait. C'est-à-dire que pour que la règle soit valide, si on regarde la façon dont elle est définie ici en haut à gauche, le gamma qu'on a là reste sur le long des deux lignes. Donc ça c'est voilà, une erreur qui est facilement évitable. Donc que faire maintenant? Ici c'est très simple, hein, bon, cette preuve elle est basique, je pense que vous savez la faire, mais c'est peut-être l'occasion de faire quelques rappels. Ici eh bien, on remarque tout bêtement que on a la même formule à droite et à gauche du symbole de démonstration, le taquet, donc on peut conclure par un axiome, ce qu'on a le droit de faire si la même formule apparaît à droite et à gauche. L'intérêt de parler d'ensemble d'hypothèses, une des raisons, pour des raisons un peu théoriques d'habitude mathématiques sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, c'est que l'ordre n'est pas important. Le fait qu'il y ait P puis après Q, c'est la même chose que s'il y avait Q puis après P. D'accord? Donc ça vraiment c'est... quand on parle d'ensemble avec les accolades, l'ordre on s'en fiche, s'il y a des doublons, on s'en fiche. Voilà, c'est pour ça que ça simplifie un peu l'histoire. Donc, bon, voilà un exemple pour l'implication. Peut-être un exemple un peu plus intéressant, c'est avec la conjonction. Donc, la conjonction, on voit que les règles ici sont encore plus simples puisqu'elles correspondent vraiment à ce qu'on a avec les tables de vérité, c'est-à-dire que pour prouver une formule A et B ici, il faut être capable de prouver la formule A et la formule B, tout simplement. Et si on a eu besoin d'hypothèses pour nos preuves au début, ces hypothèses sont toujours en cours à la fin. Voilà. Si on a dû supposer quelque chose de compliqué dont on ne sait pas si c'est vrai pour B par exemple, ben, quand on a la preuve de A et B, cette supposition est toujours en cours. Okay, ça c'est vraiment important, il ne faut pas oublier de laisser les gamma et delta. S'ils sont vides, on ne met rien, mais s'ils sont là, on les oublie pas. Faites bien attention à ça lors des petits contrôles. Voilà, on peut se faire avoir avec ces notations, donc pas de... Voilà. Alors, un petit exemple peut-être qu'il y avait dans le TD3 pour la conjonction, c'est P et Q et R implique Q et R. Donc ici, la difficulté, c'est le parenthésage qui n'est pas le même à gauche et à droite. D'accord, donc attention, je rappelle, en déduction naturelle, les règles pour la conjonction sont toujours binaires, il y a deux prémisses, donc on n'a pas le droit d'utiliser l'associativité des connecteurs et de mettre des « et » à la suite, puisque la règle a forcément deux prémisses, ni plus ni moins. Je parle de la règle d'introduction de la conjonction. Donc, comment on fait ça? Eh bien, quand on a une implication, déjà en général, il n'y a pas à se poser la question. Ça va marcher quasiment à coup sûr.
d'utiliser la règle d'introduction de l'implication. Hop. Voilà, donc ici on voit que pour continuer cette preuve, on doit construire une conjonction, on doit construire Q et R, d'accord? Alors, pour le construire, on peut utiliser la règle d'introduction de la conjonction, c'est ce qu'on va faire. C'est pas systématique, on peut imaginer que dans mon ensemble d'hypothèses à gauche, j'ai déjà la formule qui apparaisse, ou quoi, donc c'est pas le coup d'avoir le connecteur principal qui détermine la règle d'introduction, c'est pas 100% des cas où il faut le faire. Mais voilà, souvent c'est un bon premier essai. Et en général, ce qu'on va faire à ce stade-là, et je pense que ça c'est un conseil important que certains ne suivent pas toujours, en corrigeant les copies, voilà, j'ai remarqué qu'il y avait des choses un peu surprenantes, peut-être par manque de recul sur la preuve, et ça voilà, c'est un point sur lequel je voulais insister, c'est que quand on lit un séquent, donc quand on lit une portion de notre preuve, on a à gauche les hypothèses et à droite la conclusion. Et voilà, je l'ai déjà dit, mais je pense que c'est vraiment très important. Il faut toujours se demander pourquoi il est vrai ce séquent. Pourquoi Q et R c'est vrai sous l'hypothèse P et Q et R. D'accord ? Déjà, il faut se demander est-ce que c'est vrai, si on a quelque chose, si on se retrouve dans la preuve avec un séquent du genre de celui-ci par exemple, on voit qu'on va pas pouvoir la terminer cette preuve parce que P et Q c'est une formule qui n'est pas une conséquence de Q. On peut pas démontrer que P est vrai et Q sont vrais juste en connaissant Q. Si on connaît pas P, ça va pas fonctionner. D'accord ? Donc si on lit ça, c'est qu'on a fait fausse route. Et ça c'est, parfois c'est des cas un peu plus complexes. Si on a des implications, je sais pas moi, mais si on a P implique Q, P et qu'on doit montrer Q, là on a avant de commencer à faire la preuve, on sait que ça va marcher, parce que si je connais P et que je connais P implique Q, je sais que je vais pouvoir en déduire Q, d'accord ? Donc si je me retrouve dans cette configuration là, je sais que c'est bon et je dois me poser la question avant de continuer, parce que si jamais c'était pas bon, ça voudrait dire qu'il faudrait que je reparte en arrière pour essayer d'utiliser d'autres règles, de découper mes hypothèses autrement. Voilà, de fait ça se conclut très bien avec juste deux axiomes, car la règle P implique Q et P qui donne Q, c'est tout simplement la règle d'élimination de l'implication. Donc là tout va bien. Voilà pour cet exemple, mais à nouveau, demandez-vous toujours, est-ce que c'est logique, est-ce qu'à ce stade-là, on est bien on a bien une conclusion qui est conséquence des hypothèses, et oui. Parce que, bon voilà, si je sais que P et Q sont vrais, alors je vais pouvoir en déduire que Q est vrai, en particulier. D'accord ? Ça, c'est un truc d'étape de vérité. Si j'ai une conjonction qui est vraie, je prends n'importe quel endroit de la conjonction, il sera vrai aussi. Donc, de P et Q, je vais pouvoir en déduire Q, et de R, je vais pouvoir en déduire R. Donc ici, voilà, il n'y a pas... Même si juste en le lisant, on voit que c'est vrai, si on le lit, dans ce que j'ai dit, en fait, j'ai déjà à peu près fait la preuve. Une fois de plus, c'est pas pour rien qu'on appelle ça la déduction naturelle, c'est que ça suit quand même le raisonnement qu'on va faire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de P et Q en déduire Q ? Eh bien, ça veut dire que si des hypothèses déduire Q et des hypothèses déduire R, comment on fait ça ? Eh bien, on va tout simplement faire des éliminations de la conjonction. Donc ici, je peux même pour une fois partir des axiomes, c'est-à-dire de P, Q et R, je prouve P, Q et R. D'accord. Jusqu'ici, rien de très surprenant. Et ici, je vais pouvoir éliminer ma conjonction. Bon, d'ailleurs, j'ai mis que la règle gauche ici, mais la règle droite, voilà, vous la connaissez. Ça veut dire qu'avec la même hypothèse, ici mon gamma c'est juste ma formule de base, je peux isoler P et Q. Et ça c'est une élimination gauche, j'ai gardé ma formule de gauche. En revanche, pour récupérer la formule Q, eh bien, je vais faire une élimination à droite. Hop.
Et on voit ici que j'ai déjà, j'ai fait ce que j'ai dit, j'ai récupéré la validité de Q à partir de la validité de ma conjonction, tout simplement avec des éliminations, et j'ai donc fait la moitié du chemin, puisque ici, voilà, ici j'ai une partie. Maintenant on va faire la même chose avec R. Ça va être encore plus simple, puisque pour prouver R, à partir de P, Q et R, eh bien, on peut le faire en une seule fois, puisque R est une sous-formule immédiate de l'hypothèse. Donc là, je conclus avec un axiome. Ici, une élimination à droite. Et ici, cette règle, c'est juste l'introduction de la conjonction qu'on connaît. Ok, donc ça, c'est vraiment très facile. Si vous voulez un peu plus compliqué, essayez de faire voilà, un exercice par exemple que je peux vous suggérer. C'est prenez une formule un peu longue du type je sais pas moi, P et Q et R et S et T, et vous allez prouver que ce truc là implique Q et S et P et T et R, c'est-à-dire une suite d'associativité et de commutativité, parce que bien sûr il faut parenthéser tout ça. Donc vous allez faire un ordre différent, peu importe lequel, et un ordre différent et un parenthésage différent pour les deux suites de formules. Et si vous essayez de prouver ça en déduction naturelle, vous allez être obligé de jongler un peu avec les règles d'introduction et d'élimination. D'accord? Donc ça c'est un petit exercice pour vérifier sur un cas un peu long et une preuve un peu qui sera pas compliquée, puisque les règles ce sera les mêmes que dans mon exemple au-dessus, mais qui sera un peu plus longue, où on sera obligé de rester concentré, de pas se tromper dans les hypothèses qu'on utilise. Voilà. Donc un dernier point, vous remarquez ici que l'ensemble d'hypothèses qu'on a ici et ici, c'est le même. Donc un truc qui peut surprendre un peu avec la notation avec les gamma delta, c'est que ici, si je regarde ça, c'est si je regarde ma règle d'introduction de l'implication, donc celle-là, ça c'est mon delta, d'accord, c'est égal à cet ensemble de formules, et quant à mon gamma, c'est égal à ça, d'accord. Donc en fait, si on voulait être rigoureux et recopier vraiment ce qui est écrit sur la règle, on devrait écrire 2 fois la même formule, puisque je mets le gamma qui est P, Q et R, et je mets le delta qui est également P, Q et R, d'accord, avec une virgule, parce que ça serait 2 hypothèses. Donc ça serait l'écriture rigoureuse. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, comme on a des ensembles d'hypothèses, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que on a le droit de changer l'ordre des formules, comme on a fait tout à l'heure pour l'axiome avec le P et le Q, et d'autre part, on a le droit d'absorber les doublons, c'est-à-dire le fait que la même formule apparaisse 2 fois ici et là, eh bien, on a le droit de l'écrire en mettant la formule une seule fois. D'accord? Ce qui nous arrange bien, parce que si on laissait les deux formules ici, il y en a une des deux qui nous resterait ici. Et donc on serait embêté parce qu'on n'aurait pas fini notre preuve. D'accord? Donc ça c'est vraiment un truc qu'il ne faut pas oublier, que quand on rassemble 2 ensembles d'hypothèses, si une formule apparaît plusieurs fois, on la laisse une seule fois à la fin. C'est la petite différence qu'il y a avec l'écriture avec les gamma et delta ici, où on a l'impression que gamma et delta sont 2 choses différentes. C'est pas forcément le cas, et si c'est pas le cas, on oublie les doublons. Ok, faites attention avec ça. Voilà, dans l'adaptation des règles au cas concret, ça peut être une erreur qui arrive, ne vous y méprenez pas. Voilà pour cet exemple. Je pense que la prochaine vidéo sera sur le raisonnement par cas, sur la conjonction. Je pense avoir à peu près tout dit, et sur l'implication, il
n'y a pas grand chose d'autre à dire que ce que j'ai dit la dernière fois et que l'exemple qu'on a ici. Voilà, donc je vous dis à bientôt à tous, bon courage pour les révisions et pour la fin du semestre. Voilà, si vous avez des questions ou des sujets que vous voudriez que je traite en vidéo pour les explications, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et sinon, je vous dis à bientôt.